Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Merci à vous qui nous regardez également aussi à la télévision tous les matins. On vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs. Vous nous regardez à la télévision, vous êtes du côté de la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Ceci dit, évidemment, plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, si vous le voulez bien, sur X désormais, le hashtag EspaceGG. Sinon, le numéro, évidemment, ça reste inchangé. 00224 657 39 13 13. Vous pouvez nous envoyer les SMS là. Sinon, ça se passe sur ton numéro, évidemment. 00224 626 62 62 62 62. Voilà, vous répétez 62 plusieurs fois. Avec plaisir, évidemment, nous allons prendre vos messages dans notre émission Les GG. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Vous le savez très bien. Hier, comme à 18h, la loi de finances donc initiale prévue par les conseillers nationaux hier face au Conseil national. Donc, la loi de finances initiale prévue par les conseillers nationaux face hier au Conseil national de la transition, donc CNT. Le ministre de l'économie et des finances a tenté de répondre en tout cas aux nombreuses préoccupations du CNT. C'est qui dans la foulée évidemment, on parle quand même de plus de 550 milliards qui paraissent échapper donc aux caisses de l'État. Nous essayons de comprendre ce matin de quoi cela retourne-t-il. Mesdames et messieurs, les chroniqueurs se sont intéressés, évidemment, vous allez avoir plus d'explications dans cette émission, dans les GG ce matin. Les migrations donc inquiètent, et oui, la crise migratoire qui fait l'actualité italienne interpelle. Nous essayons de comprendre, évidemment, aussi avec les grandes gueules ce matin, mesdames et messieurs. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Le moteur allumé et nous sommes ensemble jusqu'au port de midi avec Jacques Léois, Léno, à qui je dis bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Madame Hiro. Bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à l'institutrice avec les lunettes comme ça et puis voilà. Et puis c'est pas la bonne version qui ben voilà. Bizarre. Ça risque d'être compliqué. Ouais, c'est ça. Mais ça va aller. C'est ça aussi être maman en fait. On se réveille parfois et puis voilà. Et puis l'enfant a tout déplacé. C'est ça. Exact. Là-bas. J'ai mis la main sur une paire. Ouais. Je suis sorti. Bien. Mon cher Robert, bonjour. C'est pour ça qu'elle ressemble à Sarah Palin. C'est pas possible. Oui, pardon. Faut pas commencer. Tu connais Sarah Palin. La vieille dame qui donne des misères à Donald Trump. Quand même. Non, mais j'ai pas dit qu'on est vieille. Je dis c'est pour ça qu'elle lui ressemble. Je peux te donner des misères aussi. Parce que mais lui d'ailleurs, mon numéro, tu vois, le jour où il porte des costumes comme ça, c'est que ce jour-là, c'est du Madoff. Du Madoff. Ouais, tu connais Bernard Madoff? Non, je connais pas. Bonjour Ahmed bonjour, Kama. Bonjour à tous. Mais si vous comparez à Madoff, là c'est grave. Très grave. C'est pour te pousser à chercher, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Cherchez comment? Merci. Cultivé. C'est du rubis. Tout simplement. La Guinée à l'honneur, mon cher Jacques Léois, ce matin, avec le ministère de la coopération internationale. On a vu cette invitation ce matin, mon cher Jacques Léois. À se dire, oui, on n'est pas parti pour rien quand même du côté des États-Unis. C'est en anglais. Peut-être Ahmed Kamara va nous aider, évidemment, de ce côté. Ça serait très intéressant, dans le sens que tout simplement, avec cette invite, on se dit, oui, c'est bien possible en ce qui concerne. On l'a invité dans notre émission ici, Rose Paula Prissimou. Des efforts sont en train de se faire de ce côté, mon cher Ahmed. Et puis, se dire que sur la scène internationale, c'est en train de bouger à petits pas et c'est qui est intéressant. Je vous ai envoyé, mon cher Ahmed, l'invite évidemment. Ouais. Ça bouge. Ouais. Comme je vous l'ai dit, je pense que la gestion de la transition en Guinée et la gestion de la transition dans les autres pays comme au Burkina ou au Mali, il y a quand même une très grosse différence. Ouais. Et je pense que ça pèse en faveur de la junte aujourd'hui. Ouais. Et le pays où ils sont en ce moment, en marge donc de cette session, ils ont la possibilité de rencontrer ces autorités et de renforcer encore les engagements qu'ils ont annoncés dès la prise du pouvoir. Et je pense que tous, pour l'instant, on est dans le délai et la balle est dans le camp de la junte. Si la junte ne respecte pas ses engagements, absolument, vous verrez que la communauté internationale va commencer à changer de position aussi vis-à-vis de cette junte. Exact. Donc c'est pour vous dire que pour l'instant, quand ils décideront de voir quelqu'un, ce sera du tout pas un problème. Parce qu'ils sont encore dans la légalité. Ils sont en observation. Passer ce délai, quand on sent
avec aussi une opposition peut-être qui dénonce et que ça se concrétise, qu'ils ne veulent pas du tout organiser des élections. Là, en ce moment, vous verrez que l'image de la junte ne sera pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, et ça pourrait être, comme on le dit aussi, catastrophique pour notre pays, parce que ça pourrait fermer des portes. C'est vrai, on a un port, tout ça, on a plein de choses, mais nous sommes encore des super consommateurs. Exact. Et étant des super consommateurs, je pense que quand d'autres voudront nous écraser, ça peut toujours nous atteindre. C'est pourquoi il faut travailler et continuer à travailler. Travailler, c'est très important. Allez-y, mon cher Jacques Liwalino. Oui, on en a parlé quand elle est passée ici. La Guinée était en train de se battre pour abriter l'Institut international de la coopération Sud-Sud. C'est pas, si vous voulez, le premier projet international sur lequel la Guinée se positionne. Là, la curiosité, c'est bien de voir que cela soit possible pendant cette transition. Et je pense déjà que c'est sur la bonne voie. Rose Pola et son équipe ont dû travailler pour bien positionner la Guinée. Les questions de coopération Sud-Sud sont aujourd'hui très privilégiées par les pays africains, mais les pays de l'Amérique latine aussi. On essaie de dire, bon, on ne va pas continuer à tendre la main à ceux qui sont considérés traditionnellement comme des puissances et qui allouent des fonds selon un certain nombre de conditionnalités. Mais avec les forces dont nous disposons, avec nos maigres ressources, bien sûr, mais et surtout la volonté, mon cher Jacques. La volonté et les technologies qu'on est en train de développer, parce que ce n'est plus comme ce fut le cas dans les années 80 ou 90. Aujourd'hui, il y a l'Afrique du Sud qui a si vous voulez, son secteur industriel et qui est en plein essor, en tout cas qui démarre quelque chose. C'est le cas aussi pour les pays du Maghreb, c'est le cas également pour les pays de l'Amérique latine, où il y a des pôles économiques importants comme le Brésil, mais également aujourd'hui la Turquie qui attire beaucoup, donc qui n'ont plus assez de choses à envier à ces puissances qui sont de l'autre côté. Donc je ne sais pas déjà pour cet institut ce que ça va représenter en termes de capacité d'accueil et quel contenu on voudra donner à cela. Il faut dire bravo à la coopération, mais en même temps il y a une inquiétude derrière. Vous savez, on a un institut de référence, l'Institut des géomines, je crois c'est l'institut d'excellence. Ça aussi, l'Institut de Bokeh, l'Institut des géomines. Ça, c'était un projet aussi de la Mano, je crois de la Mano River Union, si j'ai bonne mémoire. C'était de dire, bon, la Côte d'Ivoire abrite l'institut sous-régional sur les travaux publics. Donc en matière de génie civil, tout ça. Ce qui fait que déjà depuis quelques années, nous de la Guinée par exemple, nous envoyons nos lauréats du côté de Yamoussoukro pour des écoles préparatoires. Et je crois qu'il avait été envisagé du côté de Monrovia pour l'école de l'agroforesterie, ça aussi régional. Maintenant, la Guinée devrait abriter l'Institut des géomines pour toute cette bande-là. Sauf que la question aujourd'hui, est-ce que nous avons mis tous les moyens du côté de Bokeh pour pouvoir attirer, n'est-ce pas, les autres à venir vers nous. Donc les projets, on se positionne bien, on bataille pour les avoir, mais quant à trouver maintenant des ressources pour donner à cela, à ces instituts, à ces établissements, l'élan nécessaire pour pouvoir attirer nos voisins, ça pose problème. J'espère que ça ne va pas être un fiasco si nous y arrivons, si nous mettons tout en œuvre pour arriver à finalement abriter l'Institut de la coopération Sud-Sud, qu'on puisse créer toutes les conditions pour que la Guinée soit tout simplement la destination privilégiée par ceux qui coopèrent avec nous. Voilà, bien dit Jacques Liwalino. Allez-y Madame Hiro, un vent nouveau, on va le dire comme ça. Félicitations à Rose. Parce que c'est elle qui a la tête, voilà, il faut le rappeler. Pour l'appréciement, on l'a reçu ici la dernière fois. On voit une dame qui est à l'avant-garde des combats pour le renouveau. Parce que moi, ce que j'aime à dire chez cette dame, c'est le fait d'être là où il faut, en fait. Exact. Le dynamisme, le fait de vouloir faire les choses avec la manière. Mais je pense que, historiquement, Lamine,
la Guinée a été quand même ce berceau qui a accueilli beaucoup de cadres de l'Afrique, c'est-à-dire, vous voyez beaucoup de gens qui sont venus, par exemple, du Burkina Faso, du Cameroun et même des îles Comores pour venir prendre des formations ici. Nous, à l'université, je me rappelle, on a étudié avec beaucoup de Comoriens, beaucoup de jeunes venus d'autres pays de la sous-région. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut pérenniser. C'est-à-dire, aujourd'hui, mettre la chose dans ce qu'il faut. Ça a existé avant, mais la consolidation a manqué. Avoir cet institut, c'est une façon de mettre la Guinée en avant. La Guinée, quoi qu'on dise historiquement, c'est un pays panafricaniste qui a ouvert les bras, qui a accueilli beaucoup de choses au plan continental, qui a donné le ton notamment par rapport aux indépendances en Afrique. Avoir un institut comme ça, mettre les moyens qu'il faut, je pense qu'on a les cadres qu'il faut. Rien qu'à écouter cette dame, parce que vous savez comment ça se passe dans les émissions, le plus souvent, mais une personne jeune comme ça, qui est sereine, qui est dynamique, qui sait véhiculer le message qu'il faut, je pense qu'elle est entourée par de bonnes personnes qui pourraient effectivement mettre de la valeur dans cet institut si nous réussissons réellement à l'implanter, à faire, comment on appelle, tel que recommandé par les termes de référence. Et on pourrait justement, si nous mettons tout ce qu'il faut là-dedans, les moyens qu'il faut, les cadres sont là. La Guinée ne manque pas de cadres. Il suffit juste d'écouter certaines personnes. Mais ce qui nous fatigue le plus souvent, c'est cette question d'affinité. Cette volonté, par exemple, de mettre en avant des personnes qu'il ne faut pas, des personnes qui ne peuvent pas jouer le jeu qu'il faut, parce que l'enjeu est grand. L'enjeu est grand par rapport justement à tellement de choses qu'on voudrait mettre en place pour que la Guinée puisse aller de l'avant. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui à New York par rapport à cette 70e session, mais aussi par rapport à la revue à mi-parcours des objectifs de développement durable. On a beaucoup de choses. On a reçu par exemple la dernière fois ici le représentant par intérim de l'Organisation des Nations Unies, du système des Nations Unies en Guinée. Il nous a dit là où le bas blesse. Je pense qu'il suffit juste de s'inspirer de ça, de remédier, de rectifier le tir et de savoir partir du bon pied. Parce qu'il y a des endroits, il y a des objectifs au niveau desquels nous sommes en train de bouger. Les lignes sont en train de bouger. Au plan diplomatique, par exemple, nous avons une équipe dynamique qui fait ce qu'il faut à l'international pour que les portes de la Guinée puissent s'ouvrir. Mais il faut tirer les leçons, tirer profit de ça pour que le peuple de Guinée puisse en profiter, bien évidemment. Justement, c'est bien dit, hein, mon cher Obi. Vous avez eu cette information aussi? Oui, bien sûr. Le design de l'information, il est très beau. J'aime bien, je sais que le ministère des Plans, ils sont très experts dans tout ça. Tu vois, c'est très bien fait, une belle présentation. Mais franchement, la coopération Sud-Sud, c'est un vieux débat. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé sur les histoires de coopération Sud-Sud. Il y a plein de pays qui ont déjà avancé dans la création d'instituts ou d'organes chargés de développer des coopérations entre pays du Sud. Et il y a d'autres pays du Sud même qui ont déjà commencé ce type de coopération ça peut être sur l'économie, ça peut être sur les échanges militaires, ça peut être sur les échanges d'informations, ça peut être sur l'utilisation infrastructurelle comme le Mali le fait avec le port de Conakry, etc. Donc il y a beaucoup de domaines comme ça là-dessus où on parle de coopération Sud-Sud. Donc c'est vraiment pas spécifique. Ce qui serait vraiment spécifique et génial, c'est si le projet de construction de cette institution arrivait à bout et que son utilité était à bon escient. Parce que tout à l'heure là, je demandais à un de mes collègues, ELENA, où nous en sommes. L'ENA, ça existe, mais il paraît qu'on continue à importer les formateurs. Donc, je pense qu'il y a un processus qui est tout à fait avant d'en arriver là. Je ne souhaite pas que ce soit seulement... L'ENA existe? Ils avaient parlé, ils avaient dit qu'ils allaient créer ici. Non. Normalement, la construction était quand j'ai dit construction, je veux dire que la mise en place était véritablement en cours sous l'ère Alpha Condé. Mais ça n'a pas totalement commencé. Et comme Tamba le disait, souvent des experts qui viennent donner des formations et partir. Mais ce n'est pas la solution. Il faut créer. Il faut créer l'institution parce qu'aujourd'hui, nos administrateurs en ont besoin. On parle, Madame Yoro. Oui, donc ça n'existe pas. Non, les coûts en tête. Ça passe pas, hein, voilà, je sais pas trop ce qui se passe. Voilà. Vas-y. Non, ça passe pas. Je suis désolé. On importe encore des experts. Je ne souhaiterais pas que ce soit dans le même cas, que ce soit un effet d'annonce. C'est pour ça que je disais hier. Oui, le fait c'est que l'ENA n'est pas encore vraiment créée, mais il y a des spécialités qui sont professées ici à partir de l'ENA du Canada. Il y a des missionnaires qui arrivent
et qui donnent des programmes comme ça. Dernièrement même, j'ai vu ceux qui ont accédé au master, hein, justement en administration publique. C'est dans ce cadre-là que certains viennent et qu'ils appuient les fonctionnaires guinéens. Donc, ce que j'évite, justement, c'est que ce ne soit pas dans le même cadre d'ordre, que ce ne soit pas un effet d'annonce, et puis après la mise en place soit difficile ou ne soit pas concrétisée. Par contre, l'autre point de la situation, c'est que... L'ENA, c'est pas l'école d'à côté. Hein. L'ENA, c'est un centre prestigieux. C'est ça. Et donc, c'est ça. Sa mise en place, il faut beaucoup de critères. Ça glisse. Beaucoup de critères. Relever le niveau. Non, ça glisse où? C'est bien d'avoir des ambitions. J'ai dit quoi qui glisse? Mais il faudra surtout s'en donner les moyens. Si on veut aller à l'ENA et en faire un centre compétitif qui va attirer des étudiants de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, vous allez à Dakar, c'est d'abord l'infrastructure. Hein. Quand vous passez à côté, vous voyez ces étudiants qui sortent, mais c'est comme Diba, quoi. C'est en costume, en lunettes d'intellectuel. Bon, après, on peut questionner ce qu'il y a derrière, mais il y a l'apparat. Tu vois, il est là. Et donc, vous voyez, il y a ça. Sauf que... Il faut quand même préciser que Diba a costume, a lunettes et puis a aussi quelque chose. Oui, c'est ça, évidemment. Je dis c'est comme Diba. Voilà, à l'intérieur. Vous avez vu l'école, le lycée de l'excellence. Quand on a ouvert... Je t'ai prêté la parole. Merci, tu es généreux. Tu es généreux. Et donc, quand on a ouvert l'école de l'excellence, au début, on a choisi les meilleurs dans les écoles. On est allé les piocher, on les a arrachés. On dit venez à l'école de l'excellence. Et puis on a recruté des fonctionnaires. Mais aujourd'hui, allez-y. Les estrades là même, ça sert aux moutons et aux chèvres. Hein. Et donc c'est aussi ça le problème de la Guinée. On peut commencer en pompe, mais la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fera? Je regarde le Prytanée militaire. C'est la même question c'est ce que je me dis aujourd'hui. Après cette transition, est-ce que la vision aura été suffisamment partagée? Parce que le plus important, c'est pas d'avoir une vision, c'est de la partager pour qu'elle se maintienne et qu'elle subsiste après que après que son géniteur soit parti. C'est la grande difficulté qu'on a malheureusement dans la gestion aussi bien des États que des organisations en tant que telles. Vas-y, je te rends la parole. Non, désormais, je ne te la prête pas. Ça, c'est terminé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que des sommets pareils, les gens ont toute tendance à être focus sur les chefs d'État. Il y a tel chef d'État qui est présent, il y a tel chef d'État qui va prendre la parole, il y a tel chef d'État qui n'est pas venu, il y a tel chef d'État qui a tenu un tel nombre de discours, ou il y a eu un tel nombre de propos, il y a eu un tel nombre de représentativités. Non, ce qu'il faut regarder derrière dans ces forums-là, ce qu'il faut regarder derrière dans ces forums, c'est que les chefs d'État généralement se déplacent avec toute une arsenal. Gouvernement, entreprise, tout un arsenal. Gouvernement, entreprise, hommes d'affaires. C'est un lieu de discussion et d'échange. C'est un lieu de lien, comment je vais dire ça? C'est un endroit où on peut tisser les liens entre des entreprises, faire des échanges, avoir des coopérations, développer des secteurs appropriés. Donc pour moi, il est important que les gens sachent que derrière la réunion des Nations Unies, il n'y a pas seulement que, on a invité les putschistes, oui, il y a Hugo Chavez qui est venu, qui a crié dans la salle, oui, d'accord, on a cogné George Bush avec la chaussure, etc. Oui, bien. C'est un événement, ça, je termine. Sujet, oui. Non, c'est pas un autre sujet, ça revient toujours, c'est toujours dans le même sujet. C'est Nicolas Maduro maintenant. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir, ce que je veux dire... On ne peut pas le sauver en fait, c'est ça le problème. Mais Roby... Tu peux pas parce que je ne suis pas perdu. Ok. Donc ne cherche pas à me sauver, sinon c'est toi qui vas te perdre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que derrière ce sommet, il faut voir une vision plus large de ce qui peut être obtenu par la Guinée. Il peut y avoir même des rencontres entre des entreprises chinoises et guinéennes dont ils n'ont pas eu la possibilité, même africaines. Il y a des chefs d'État en Afrique ici qui ne se rencontrent pas facilement. Ça peut être une occasion pour le président Doumbouya de rencontrer les grandes gueules, Malawi, etc. Et puis développer d'autres axes de discussion que le grand discours à la fameuse tribune des Nations Unies. Bien. La très célèbre tribune. Merci beaucoup. Allez-y, mon cher Diba, bonjour. Oui, bonjour Lamine et bonjour à tous. Bienvenue. Oui, vous savez, lorsqu'un président parle, c'est quand même un leader d'opinion. Les mots ne sont pas innocents, tout ce qui sort de sa bouche. Parfois, on dit que même un simple discours peut changer une situation.
Ça dépendrait un peu du contexte. Mais Lamine, vous savez, la politique étrangère... Gage, tu pèses lourd. Oui, tout à fait. En tant qu'entrepreneur. Et la politique étrangère d'un pays est tributaire aussi de sa capacité économique, culturelle et sociale. Je pense que quel que soit ce qu'on va dire, on tiendrait aussi compte un peu du niveau de développement de la Guinée. Parce que vous ne pouvez pas vendre ce qui n'est pas vendable. Et vous ne pouvez pas vendre un pays où, lorsque vous regardez aujourd'hui le classement en termes d'immigration clandestine, la Guinée occupe la tête du pays. Eh oui, j'ai vu ça. Ouais. Voilà, justement. Voilà, donc on va aborder tout à l'heure. Vous avez, par exemple, au niveau de Agadez, ces migrants, vous avez 1900 Guinéens parmi tous ceux-ci dans les camps. Je pense que ça, c'est une plaie à guérir et quel que soit un peu ce que vous allez vendre, la destination de la Guinée, ce sont des choses qui vont revenir au devant de la scène au niveau de l'actualité internationale parce que les gens vont en parler, ils vont dire oui, je suis d'accord que vous avez des ressources, vous avez la bauxite, je suis d'accord qu'en termes de tourisme, vous avez des potentialités, mais attention à ce niveau, il y a des manquements qu'il faudrait corriger. Donc ça, c'est important. Maintenant, sur Pola, Lamine, moi quand même, parmi tous ces ministres qui se distinguent, c'est vrai qu'il y en a qui sont dans une communication beaucoup plus agressive, on voit ce qu'ils font, mais si vous regardez un peu à l'interne, par exemple sur le Finex, elle fait partie de ces départements qui ont pu mobiliser beaucoup d'argent pour le gouvernement guinéen. Rien qu'elle, elle a pu, avec les engagements des partenaires multilatéraux, elle a pu mobiliser 2000 milliards de francs guinéens. Je pense que ça, c'est à saluer. Son département, 2000 milliards de francs guinéens, son département a pu engranger cela. Je parle évidemment de la coopération. Il y a aussi le programme de référence intermédiaire, donc on parlait ici avec elle, avec 400 milliards de francs guinéens en termes de vision. Et ce programme-là va permettre à la Guinée, dans beaucoup de secteurs de croissance, de pouvoir, parce que c'est à l'issue qui avait été menée par le président de la transition au Palais du Peuple, ils ont sorti un document qu'ils ont appelé ce programme intérimaire. Donc elle a eu la charge, disons, de porter ce projet-là. Maintenant, aux côtés des Nations Unies, je pense que sa communication, sa diplomatie, elle est attendue, parce qu'en termes de planification, c'est son rôle. Et on dit souvent, lorsque vous ne planifiez pas votre réussite, vous risquez de planifier votre échec. Je pense que son rôle est primordial aujourd'hui dans l'appareil étatique et c'est ce qu'elle est en train de faire avec cette équipe dynamique qui l'entoure. Je croise les doigts, j'ai l'intime conviction qu'elle pourra revenir avec beaucoup plus de partenariats parce que sur place même, lorsque vous arrivez à convaincre, il y a ce qu'on appelle les MOU. C'est-à-dire que ce sont des conventions qu'on peut faire rapidement sur place en attendant de pouvoir discuter sur beaucoup de paramètres et avoir une étape. Voilà, c'est une étape, les MOU, donc on peut les avoir à l'issue des B2B. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez le secteur privé qui s'est massivement aussi déplacé parce que ça permet un peu de signer des partenariats. Mais comme je l'ai dit une fois encore, c'est bon ces déplacements, Lamine. Le président aujourd'hui avec son déplacement et toute son équipe, je pense que c'est une rencontre décisive pour la Guinée. Décisive d'abord pour lui en tant que président de la transition parce que beaucoup disent que oui, en arrivant là, est-ce qu'il va peut-être amener les gens à s'inscrire dans sa vision et à avaliser un peu ce qu'il a amorcé en termes de développement, mais aussi sur la transition et les élections à venir, parce qu'il est attendu sur cette question-là avec les institutions internationales. Il y a aussi la question économique. C'est vrai qu'on a dit qu'on a pu ramener la croissance qui était, disons, le taux de croissance qui était autour de 4%, autour de 2021, on est arrivé à 5,5% en 2022. Maintenant, la prévision, c'est d'aller à 6,1%. Mais la question fondamentale, au-delà de la tyrannie des chiffres, ils vont vous demander, mais est-ce que les Guinéens aujourd'hui, le panier de la ménagère, ces femmes qui se déplacent, est-ce que les citoyens vivent, est-ce qu'ils ont l'impact de tous ces chiffres sur leur vie? Donc, c'est les questions qui vont revenir, mais aussi le taux d'inflation. Ils ont dit qu'on a trouvé un taux d'inflation à 2 chiffres. On s'est battu, on a ramené aujourd'hui autour de 8,6%. Donc voilà un peu des questions sur lesquelles on peut les entendre, mais aussi les droits humains. Parce qu'on a toujours dit, c'est le ventre mou de cette transition, c'est le point faible. Et ils sont attendus sur cette question. Je suis d'accord qu'il y a des routes qui ont été réalisées parce que le développement passe par la route. Les routes, c'est comme les veines de l'organe. Infrastructure. C'est très Lorsque important. vous développez les routes, vous développez l'agriculture. Lorsque vous développez les routes, c'est la croissance que vous créez dans le pays parce que ça permet à tous ces producteurs-là de se croiser et de pouvoir... Mais une chose importante, Lamine, il y a de richesses que d'hommes, surtout la question de la formation. Je suis d'accord avec Tamba sur l'école, l'ENA. En France, par exemple, quand on vous dit vous sortez de l'ENA, c'est quand même l'élite.
C'est l'élite. Vous êtes politicien, vous n'êtes pas passé par l'ENA. Dans la tête de beaucoup, oui, il n'est pas sorti de l'ENA. Est-ce qu'il est comme les autres? C'est comme un prestige au-delà de la formation. Exact. Mais sauf en Guinée, le projet tarde à se matérialiser, même si une fois encore, il faut rappeler quand même qu'il y a des experts qui se déplacent, parce que j'ai des amis qui ont pu bénéficier de ces programmes-là en termes de qualification. Mais une fois encore, sur les droits humains, je pense que c'est là où on a un peu péché, parce qu'avec l'interdiction systématique des manifestations, même si le mot qui est utilisé, on dit non, on n'a pas interdit, on a aménagé. On a fait un réaménagement des droits civils. On a dit aux gens manifester dans vos QG, mais pas sur les voies publiques, parce que ça a endeuillé beaucoup de familles dans le pays. Donc c'est ça la communication officielle aujourd'hui. En lieu et place d'une interdiction systématique, on dit qu'on a fait un réaménagement de ces droits-là. Donc globalement, c'est ce qui se passe. Moi, je pense que Paula, elle a bourlingué, elle est allée à la communication, ils l'ont enlevée, elle est venue au ministère du Commerce. Elle a fait pratiquement 2 mois ou 3. Elle a quitté et je pense qu'elle est arrivée chez elle. Parce que là où elle est, j'ai l'impression que... Elle se démarque. Elle se démarque. Évidemment. Elle se démarque parce que moi... Et c'est une femme qui consulte beaucoup aussi. C'est ce que je vous disais, en fait. Parce qu'elle était d'abord avant au niveau du département de... Oui, elle a marqué à la communication, même si on n'a pas laissé assez de temps. C'est ce qu'il faut aussi éviter. En fait, ces déplacements et c'est ça. Maintenant, elle a travaillé au ministère de l'Investissement sur Alpha Condé. Elle était cadre là-bas avec Curtus. Et Curtus... Beaucoup connaissent un peu la compétence de l'homme. Tous ceux qui ont été sous sa coupole, tous ceux qui ont été sous sa férule, savent que c'est un homme rigoureux et il a cette capacité, cette intelligence qui déteint sur tous ces cadres-là. Et tous ceux qui sont sortis de son département aujourd'hui sont pour la plupart des cadres aujourd'hui qui sont en train de tirer la transition. C'est l'un des rares anciens ministres Alpha Condé qui a été, je crois, pris tout de suite à un poste au niveau international. Juste après, non, c'est Shell, je pense. Oui, elle est à Total, je crois. Total, voilà, c'est ça. Je parle de Curtis. Oui, on parle de Curtis. Elle est à Total. Ça va? Il est à Total. Il est à Total. Non, comme il dit elle est à Total, non, je dis c'est pour ça que... Il est à Total. Comme tu aimes voilà, comme tu aimes charcuter à tout le monde. Alors, je disais qu'il est aujourd'hui à Total. C'est un homme, la mine en termes de planification aussi, de gestion de projet. C'est vraiment un cadre brillant et ça a permis de déteindre un peu sur tous ces jeunes cadres. Et les Polas ont bénéficié un peu de son expérience. Aujourd'hui, elle est en train de tirer profit de tout ça. Je pense qu'il faut garder la dynamique là parce que son département, dans la transition, tout comme le département de Morikondé, ce sont des départements qui jouent un rôle indispensable pour la réussite de la transition. Évidemment, vous êtes chez les GG.